À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne vit apparaître un produit présenté comme une avancée médicale. Le laboratoire berlinois Temmler-Werk lança en 1938 le Pervitin, un comprimé blanc anodin qui ressemblait à de l'aspirine. Pourtant, il contenait du chlorhydrate de méthamphétamine, un stimulant puissant que l'on comparerait plus tard au cristal meth. Le public l'adopta rapidement. Les ménagères l'utilisaient pour affronter les longues journées, les étudiants pour rester concentrés et les ouvriers pour repousser la fatigue. Aucune ordonnance n'était nécessaire. Les publicités promettaient énergie, confiance et même perte de poids. La presse le présentait comme une pilule miracle. Les pharmacies le distribuaient librement et de nombreux médecins le recommandaient contre l'épuisement. Pour beaucoup, il devint une habitude quotidienne. Mais le Pervitin ne se contentait pas d'effacer la fatigue. Il modifiait l'humeur et le comportement. Il brouillait la frontière entre dynamisme et exaltation. Très vite, son usage dépassa la sphère privée. L'armée allemande comprit qu'il pouvait transformer des soldats ordinaires en combattants infatigables. Ce qui avait été vendu comme un simple médicament domestique devint une arme, et les conséquences furent dévastatrices. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande trouva un nouvel instrument de guerre. Dès 1939, les médecins militaires commencèrent à distribuer du Pervitin aux soldats lors des exercices et des missions. Les résultats furent saisissants. Les troupes pouvaient parcourir plus de 50 km sans s'arrêter. Certains restaient éveillés 3 jours d'affilée. Ils combattaient avec une énergie implacable, se sentant invincibles et concentrés comme jamais. La Wehrmacht comprit rapidement l'avantage et ordonna une production massive. Des millions de comprimés furent expédiés au front. Les soldats les surnommèrent pilules, Stuka ou chocolat des chars, parfois intégrés à des confiseries pour être plus faciles à avaler. Au printemps 1940, lors de la préparation de l'invasion de la France, 35 millions de comprimés furent distribués. Le Blitzkrieg, la guerre éclair, reposait sur la vitesse, la surprise et l'endurance. Et le Pervitin alimenta ces 3 éléments. Les équipages de chars conduisaient 72 heures sans repos. Les pilotes enchaînaient de longues missions de bombardement sous l'effet du stimulant. L'infanterie avançait à travers forêts, boue et neige sans dormir. La drogue supprimait la faim, atténuait la douleur et effaçait la peur. Les officiers distribuaient les comprimés librement, parfois en augmentant la dose au cœur du combat. Un médecin allemand reconnut « Notre véritable arme n'est pas le blindé, c'est la chimie ». À première vue, ces pilules facilitaient des victoires rapides. Mais derrière cet élan, les corps et les esprits s'effondraient. L'effondrement final n'avait pas encore commencé. L'euphorie procurée par le Pervitin ne durait jamais longtemps. Lorsque l'effet tombait, la chute était brutale. L'épuisement s'abattait d'un coup, écrasant les hommes. Beaucoup devenaient faibles, étourdis, incapables de se concentrer. Certains s'écroulaient en pleine marche ou en plein combat, leur corps refusant d'avancer. D'autres sombraient dans la paranoïa et la confusion. Les rapports faisaient état d'hallucinations. Des soldats croyaient voir des ennemis inexistants ou entendaient des voix dans le vent. L'un affirma que les arbres lui parlaient. Un autre tira dans le vide, persuadé d'être attaqué. Ces troubles n'étaient pas isolés. Des unités entières durent être retirées du front car les hommes n'étaient plus opérationnels. Dès la fin de 1940, les médecins militaires allemands notaient des symptômes inquiétants, insomnie, crise d'angoisse, psychose et accès de violence. Pourtant, l'armée continua de distribuer largement le Pervitin. Le rendement immédiat importait davantage que la santé à long terme. Mais la dépendance s'installait. Les soldats exigeaient leurs comprimés avant chaque mission. Certains refusaient de combattre sans eux. L'addiction était devenue réalité. La situation était encore plus alarmante au sein de la SS. Là, on associait souvent la méthamphétamine à la morphine. Le mélange était dévastateur. La première attisait l'agressivité. La seconde annihilait toute empathie. Ensemble, elles engendraient des hommes implacables et détachés. Ces combattants exécutaient leurs atrocités sans hésitation, comme privés d'humanité. Dopés aux drogues, ils n'étaient plus que des instruments de destruction.
Au sein de la SS, la garde rapprochée d'Hitler, l'usage du pervitin dépassa largement la simple consommation. Pour beaucoup d'officiers, la dépendance devint quotidienne. Ils absorbaient des doses élevées, souvent associées à la morphine ou à l'alcool. Ce mélange les transformait en individus instables et imprévisibles. Des témoins évoquaient des gardiens tremblants, couverts de sueur, murmurant des paroles incohérentes, perdus dans une psychose provoquée par la drogue. D'autres manifestaient une violence glaciale, frappant ou tuant sans raison apparente. Les camps de concentration servirent à la fois de terrain d'abus et de laboratoire d'expérimentation. À Auschwitz, Treblinka et Majdanek, les détenus furent soumis à des tests effroyables. Des médecins comme Karl Kloberg et Eduard Wirtz injectaient du pervitin pour mesurer la résistance humaine à la privation de sommeil, à la faim ou au froid extrême. À Dachau, certains prisonniers recevaient la drogue avant d'être plongés dans l'eau glacée. D'autres étaient affamés pour vérifier si le stimulant prolongeait leur survie. La plupart moururent dans d'atroces souffrances. Ces expériences n'avaient rien de scientifique. Elles relevaient de la torture organisée sous couvert de recherche. Pour la SS, le pervitin n'était pas seulement un excitant. C'était un instrument destiné à effacer toute compassion et à renforcer la cruauté. Des survivants décrivirent des gardiens aux yeux vitreux, au regard fixe, au visage déshumanisé. Un officier, en pleine hallucination, étrangla un détenu à main nue, en criant qu'il était un traître. De tels épisodes n'étaient pas isolés, ils devinrent fréquents. Dès 1943, certains rapports internes dénoncèrent des officiers instables et dangereux. Pourtant, le programme ne cessa pas. L'inhumanité dopée aux drogues servait trop bien les objectifs nazis. Alors que les soldats du front s'appuyaient sur le pervitin pour tenir, Hitler sombrait dans une dépendance privée aux médicaments. Son médecin personnel, Theodor Morell, devint moins un praticien qu'un fournisseur, multipliant les injections et les pilules. Les traitements allaient des stimulants aux sédatifs, en passant par des opioïdes, des hormones et même des préparations étranges à base d'extraits animaux. Hitler était persuadé que ces doses constantes étaient indispensables pour préserver sa force et sa concentration. Parmi les substances figurait le caudal, un opioïde puissant comparable à l'oxycodone, ainsi que le pervitin. Morell lui administrait aussi des gouttes à base de cocaïne pour ses sinus et des barbituriques pour l'endormir. Entre 1941 et 1945, Hitler aurait reçu plus de 80 médicaments différents. À mesure que la guerre tournait en défaveur de l'Allemagne, sa dépendance s'accentuait. Son corps montrait les signes de l'effondrement, tremblements, raideur, teint livide et amaigri. Les images d'époque révélaient sa main gauche tremblante, souvent dissimulée derrière son dos. Son élocution changeait, son humeur oscillait entre fureur et exaltation, et ses décisions militaires devenaient de plus en plus incohérentes. Ses généraux déploraient qu'il refuse leurs conseils, préférant s'accrocher à des visions d'armes secrètes et de victoires miraculeuses. Plusieurs historiens estiment que son usage massif de drogue joua un rôle majeur dans ce détachement de la réalité. De plus en plus paranoïaque, il voyait des traîtres partout et se retranchait davantage dans le Führerbunker. Même quand Berlin s'effondrait, les injections se poursuivaient. Au printemps 1945, il était épuisé physiquement et brisé mentalement, à peine capable d'agir. Sa fin reflétait non seulement la ruine de son corps et de son esprit, mais aussi l'effondrement du régime qui l'avait conduit au désastre. Dans les dernières années de la guerre, la direction nazie tout entière se désagrégeait, minée par la défaite et la dépendance aux drogues. Berlin était bombardée chaque nuit, l'armée rouge avançait à l'est et les alliés progressaient à l'ouest. Pourtant, dans le bunker d'Hitler, beaucoup de responsables s'accrochaient à l'illusion, entretenus par les produits pharmaceutiques. Joseph Goebbels dépendait de sédatifs pour dormir, tout en préparant la mise à mort de ses propres enfants. Heinrich Himmler consommait des stimulants pour gérer des services en plein effondrement, tout en cherchant déjà à fuir ou à négocier. D'autres hauts dignitaires oscillaient entre loyauté aveugle et tentative désespérée de fuite. L'atmosphère dans le bunker était chaotique, paranoïa, fureur et désespoir, tous amplifiés par la dépendance chimique. Les disputes éclataient quotidiennement. Certains disparaissaient sans prévenir, espérant sauver leur peau. D'autres restaient uniquement par crainte. Les drogues n'avaient pas créé l'idéologie nazie, mais elles en avaient accéléré la chute.
Le pervitin et la morphine stimulaient l'agressivité, anesthésiaient l'émotion et entretenaient les illusions de victoire. Les chefs prenaient des décisions insensées, croyant à des armes miracles ou à un salut de dernière minute. Les derniers mois du régime ne furent pas marqués par la discipline, mais par la désintégration. La machine de guerre, autrefois redoutée, était devenue creuse, pourrie de l'intérieur. La dépendance traduisait la corruption morale. À la fin, l'Empire s'effondra non seulement sous les coups extérieurs, mais aussi par sa propre faiblesse. C'était un système empoisonné dans son corps et dans son esprit. L'histoire de l'usage des drogues par les nazis n'est pas une simple anecdote macabre. Elle éclaire la manière dont des substances chimiques ont alimenté la violence, faussé les décisions et effacé les derniers freins moraux. Le pervitin n'était pas seulement un excitant, c'était une arme. Il a donné aux soldats l'illusion de l'invincibilité, tout en ruinant leur corps et leur esprit. Il a permis aux dirigeants de se réfugier dans des illusions alors que leur monde s'effondrait. L'héritage de ces drogues est à la fois militaire et éthique. Elles ont accéléré la déshumanisation. L'histoire nous avertit que l'alliance entre idéologie, technologie et dépendance peut engendrer le pire. Ces leçons gardent toute leur actualité. Elles montrent combien la science peut être détournée pour servir la destruction. Elles rappellent que l'aveuglement et l'addiction peuvent plonger des sociétés entières dans la catastrophe. Et elle souligne que derrière chaque apparence de force se cache souvent une fragilité mortelle. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne. Réagissez en commentaire. Les drogues furent-elles un simple outil ou bien un facteur décisif de la brutalité nazie? Abonnez-vous pour ne manquer aucun autre documentaire. Et surtout, continuez à explorer l'histoire avec nous, car comprendre le passé, c'est se donner les moyens de mieux lire le présent.